Là, forcément, Van Avermaet-Neijsen, c'est le moment, là. Bah, c'est simple, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est tout. Oliver Neijsen et Greg Van Avermaet ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Moi, je rappelle aussi qu'Oliver Neijsen, à l'époque aussi, était très demandé. Il est resté à H2R pour un gros salaire également. Voilà, maintenant il faut aussi montrer que quand on est dans un groupe, pourquoi on gagne autant, pourquoi on est leader aussi, parce qu'on leur a donné les clés du camion, et pour l'instant le camion il a du mal à démarrer, donc il va falloir montrer quelque chose. Patrice Julien, allez mon Juju, Il va être proclamé, il va être acclamé Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La Grande Presse 2023 Vélo Podcast, on continue la deuxième semaine de course un petit peu, on est parti sur ces 3 semaines de ce premier grand tour de l'année avec Vélo Podcast, la présentation des grosses équipes de la saison, mais avec aujourd'hui l'inamovible François Père Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, ça y est, je vais être remplacé je pense. Il y a de la concurrence. Ouais, pas mal, Titouan et Étienne, c'est pas mal. Sans oublier Julien qui était avec nous sur la DSM ce week-end, qui sera avec nous encore une fois dans les prochains jours avec la Trek, avec la Movistar, et il est tout terrain aussi Julien. Ouais, je suis un peu au-dessus de Julien je pense. T'es un peu au-dessus, t'es une pédale au-dessus. Normalement Julien je l'emmène mais il ne suit pas l'Alpe d'Huez je crois lui. T'as un gabarit plus grimpeur on va dire FP. Largement plus que Julien, oui. À défaut d'être bon descendeur aussi, mais ça c'est autre chose en troisième mi-temps FP. Bon, la suite de cette présentation 2023 by Vélo Podcast avec la AG2R. Aujourd'hui, on rentre dans le dur. On commence à arriver dans le milieu du peloton mondial. FP avec une équipe AG2R qui a terminé 15e sur le bilan 2020-2022. On le rappelle, le bilan 2020-2022, c'est ce qui a défini les licences World Tour pour les 3 prochaines saisons. Une 12e place sur la saison 2022. Avant de te donner la parole, FP, j'énumère un petit peu les victoires, avec des victoires qui ont compté quand même. Benoît Cosnefroy qui remporte le Grand Prix de Québec, Bob Jungels qui remporte une étape sur le Tour de France, Ben O'Connor qui va claquer l'étape de montagne de la Molina sur le Tour de Catalogne, et ça c'est pour les 3 victoires en World Tour. Et puis je t'en mets une petite de côté, Marc Sarrault qui remporte 3 étapes au sprint sur le Tour du Poitou-Charentes. Ça c'est pour moi, c'est perso. Ouais, ça compte pas normalement. Oh, quand même le Tour Poitou-Charentes, magnifique. Ça fait quand même des points que tu marques dans la saison. Juste vite fait, 11 victoires pour la G2R en 2022. On se dit quoi, c'est 11 victoires, mais étant donné que tu as des victoires en World Tour, ça compte ou alors c'est pas assez? C'est clairement pas assez. Je pense que les supporters de la G2R ne sont pas satisfaits, et je pense moi non plus en fait, parce que quand tu vois l'équipe, normalement il y a largement de quoi faire mieux. Après, oui, pépin physique, oui, abandon, oui, malchance. Ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression que sur H2R, on se répète un peu. L'année dernière, on avait déjà Ben O'Connor qui avait un peu caché des Flandriennes catastrophiques. Là, cette année, il n'y a plus grand-chose pour cacher ça. On rappelle quand même donc ça fait 2 ans maintenant que Greg Van Avermaet est arrivé. Pas de résultats significatifs, en tout cas au point où on se dit bon recrutement. Oliver Neijsen porté disparu. Voilà, cette année Ben O'Connor qui est pas terrible sur le Tour de France après une chute. On a Bob Jungels qui remporte une étape, qui sauve le Tour de France à G2R. Non, moi je suis clairement pas satisfait, et j'espère que eux non plus. Et vu le recrutement qui a été fait, je suis un peu inquiet pour l'année prochaine. Donc on va voir comment ça va se passer. Toi Guillaume, t'en penses quoi de cette année 2022? Je pense que c'est une équipe en fait qui a sa place, c'est-à-dire que c'est pas une équipe qui va claquer des grosses victoires dans la saison, qui peut compter sur un top puncher mondial comme Benoît Cosnefroy, qui encore, quand je dis top puncher mondial, c'est pas quelqu'un qui est désigné dans les favoris pour aller remporter, je sais pas, Liège-Bastogne-Liège par exemple, mais sur un Grand Prix de Québec, il est clairement à sa place. T'as pas des top coureurs mondiaux, Ben O'Connor, on va énumérer après les gros points qui ont été marqués pendant la saison. Bon, Ben O'Connor, il fait top 10 sur les épreuves par étape pour le Tour, mais c'est là où je l'attends. J'attends pas forcément plus haut. Je crois qu'il avait terminé 4e du Tour de France, c'est ça, 2021, 4e du Tour de France 2021. Ben O'Connor, je l'attends. Enfin, c'était déjà une énorme surprise. Donc pour moi, la G2R, finalement, ok,
La campagne de Flandrienne, pour moi, c'est ça qui lui a fait défaut, mais sinon, pour moi, elle est à sa place. Non, il manque pour moi aussi une grosse victoire sur les Ardennaises avec Cosnefroy, ou alors, ouais, il me manque quelque chose. J'ai l'impression que même les jeunes, ça perce pas. Un Paul Lapera, tu vois, qui arrivait avec une grosse cote de sympathie l'année passée, pareil, on le voit pas trop. Stan De Wolf qui monte des choses par-ci par-là sur Paris Tour, etc. Il y a un plafond de verre. J'ai l'impression que ils n'arrivent pas à sortir de ce côté. Alors, je sais pas, ça ronronne. T'as l'impression que c'était une équipe qui ronronne. Quand tu la vois courir, t'as l'impression qu'elle n'a pas vraiment envie de gagner. Moi, quand tu me cites les équipes françaises, je mets pas H2R parmi les équipes qui sont le mieux, alors je vais pas dire dirigées, mais les mieux construites et sportivement qui me fait plaisir depuis quelques années, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi je suis vraiment exigeant avec H2R parce qu'on parle d'une équipe et un budget, je crois c'est du 15 ou 20 millions, mais même je crois que c'est du 20 millions d'euros chaque année. Donc H2R Citroën, excusez-moi, on est exigeant parce que vous avez les moyens aussi. Une équipe très structurée, G2R, avec le centre de formation, Chambéry, les U19, les U23. Après cette équipe AG2R, pour moi, je veux bien qu'on soit exigeant avec eux, mais finalement, cette année 2022, c'était une année où gagner c'est bien, mais prendre des points c'était tout aussi bien sur cette année 2022 pour assurer le maintien. Il y a eu quand même, on regarde, ils sont 15e au bilan 2020-2022 pour les licences World Tour, c'est-à-dire qu'il fallait quand même pas trop passer au travers et qu'il fallait prendre des points régulièrement. Donc 2022, est-ce que... Alors c'est un terme que j'ai pas mal utilisé ces derniers jours dans les présentations. Est-ce que 2022 c'était un petit peu une saison en trompe-l'œil pour AG2R et on va peut-être voir un autre visage plus conquérant en 2023 ? Je crois pas trop. Enfin, je crois pas que ce soit le World Tour qui a terrorisé AG2R parce qu'ils avaient suffisamment d'avance. Même s'ils se plantaient, globalement ça passait juste, mais ça passait, je pense, si tu fais un peu les calculs, même avec des top 10 de Ben O'Connor, etc., t'enlèves presque le Québec, je pense que ça passe. Non, moi, ce qui m'inquiète moins, c'est que je trouve que le recrutement, il est plutôt intelligent sur les profils. En revanche, voilà, j'attends que des coureurs se révèlent enfin. Moi, Greg Van Avermaet, alors, il a été moins mauvais que sa première année en 2022. Mais attention, moi, Greg Van Avermaet, je veux qu'il m'en claque une cette année. Il doit ça à G2R. Ils ont investi énormément d'argent sur ce coureur. D'ailleurs, il l'a même dit dans la presse flamande que c'était maintenant l'année ou jamais pour lui, pour montrer qu'il avait, ce qu'il avait reçu, il fallait qu'il redonne un petit peu. Mais moi, quand tu vois cette équipe, c'est pas normal. Oliver Neisen, c'est pas normal qu'il soit dans le trou absolu. Après Ben O'Connor, il y a personne pour suivre en montagne. Voilà, donc on verra l'an prochain, mais on parlera des transferts tout à l'heure. Mais voilà, en plus, ils ont perdu des coureurs qui étaient revanchards et qui avaient fait une belle année, comme Bob Jungels, Clément Champoussin, pas mal aussi. Vraiment, je suis curieux de voir ce qui va se passer cette année, quoi. Alors, on va parler des coureurs qui ont marqué des gros points. T'en parlais des top 10 de Ben O'Connor. On va quand même les énumérer parce que ça, même si t'as pas de victoire, ce sont quand même des résultats qui comptent. Cosnefroy qui remporte le Québec, mais qui fait deuxième à l'Amstel. Alors quand tu vois à quoi ça se joue à l'Amstel, sa deuxième place, elle était peut-être là la grosse victoire de la saison pour Benoît Cosnefroy aussi. Ben O'Connor est fait 8e de la Vuelta, 3e du Dauphiné, 5e du Romandie, 6e en Catalogne, en calaquant en plus l'étape de la Molina. T'as Jungels qui fait 6e au Tour de Suisse. Neisen et Van Avermaet qui se sont marchés dessus, rappelle-toi, à l'Omloop, qui font 4e et 3e et qui n'arrivent pas à s'entendre, en tout cas pour la victoire. Finalement, encore une fois, on en revient là-dessus, c'est la paire Neisen-Van Avermaet avec De Wulf en soutien sur la campagne de Flandrienne. C'est eux qui ont fait clairement défaut. Ah oui, non, je suis totalement d'accord. À tel point, t'imagines un peu comme quoi les victoires marquent. J'en avais oublié que Cosnefroy avait fait 2e sur l'Amstel. Mais maintenant, je me souviens bien de la course. Mais encore une fois, tu vois, c'est aussi ça. C'est que je pense que c'est un état d'esprit. On en parlera cette semaine d'ailleurs de Cofidis. Je pense que c'est tout l'inverse chez Cofidis. Je pense qu'en termes de talent, il y en a moins chez Cofidis. En revanche, en termes de stratégie de course, de rage, de niaque, il y en a beaucoup plus chez Cofidis. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense qu'il y a quand même il y a une différence dans l'équipe, d'état d'esprit, une différence quand les jeunes arrivent, je sais pas, j'ai l'impression que H2R c'est un peu perdu au fur et à mesure des années. Mais après, c'est pas interdit que ça revienne, attention. Mais il manque quand même ces coureurs pétillants ou ces coureurs qui emmènent les autres en fin de compte. Tu parles de confort. Est-ce que ça peut venir aussi du fait que la AG2R est une équipe installée au niveau World Tour depuis pas mal d'années ? Parce que ça peut y jouer. Quand tu joues pas ta survie en permanence, comme l'a fait Cofidis finalement sur la saison 2022 ou les dernières saisons, parce que la Cofidis qui se maintient en World Tour, la Cofidis,
c'est pas une équipe qui est vouée quand même à faire top 10 de toutes les épreuves World Tour. Eux, ils se battent pour aller chercher les points. Et ils doivent avoir un visage conquérant pour aller gratter des points partout. Ah, mais on est totalement d'accord. D'autant plus qu'il y a beaucoup moins de budget. J'y reviens là-dessus, mais attendez, on est quand même sur un budget énorme chez AG2R qui doit faire partie, pour moi, par rapport à son budget dans le top 8 mondial. AG2R n'a pas le droit d'être là où il est aujourd'hui. Il faut réagir. Et après, je compte sur les futurs coureurs qui sont arrivés cette année. Ceux qui arrivent encore en dessous, on peut les citer tout à l'heure. Enfin, je pense notamment à Léo Bizio, le jeune VTTiste. Je pense qu'il faut absolument qu'il mise là-dessus à former ses pépites avec des gros coureurs d'expérience à aller chercher. Pourquoi pas un Alaphilippe dans quelques années, mais il faut absolument réagir. On va parler des transferts de l'hiver 2022-2023 pour la AG2R Citroën. Donc, alors 5 départs, on va en parler d'abord de ces départs. Moi, il y en a surtout 3 que j'ai retenus. Bob Jungels, il se refait une santé sur le Tour de France. Allez hop, direction la Bora. Il s'est réveillé au bon moment pour aller chercher un contrat pour les prochaines saisons à la Bora Hansgrohe. Lilian Calmejane, il est quand même passé au travers de sa période à la AG2R. Il part à l'Intermarché Wanty, alors Circus Wanty, je crois que ça va s'appeler comme ça en 2023. Calmejane qui est passé au travers, mais peut-être que le profil de course ou en tout cas l'identité de course de l'Intermarché pourrait peut-être plus lui convenir. Et puis le départ, moi c'est plus le départ qui me choque mais qui m'énerve un petit peu, c'est Clément Champoussin qui part à l'Arkea Samsic. Clément Champoussin qui avait claqué une victoire sur la Vuelta, c'est un peu c'est un peu sa grosse victoire, la grosse empreinte du début de sa carrière à Clément Champoussin. Au final, pourquoi t'arrives pas à le retenir, lui ? Excellente question. Après, je pense qu'il fait de bons choix en partant. Parce que Arkea, aussi, ce qu'il propose, c'est cohérent. On en parlera évidemment demain dans le podcast Arkea. Mais pourquoi il part ? Après, je pense qu'on est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Clément Champoussin part aussi parce que peut-être dans ce qu'on lui avait promis, on n'a pas tenu les promesses. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'il aurait dû être leader sur certaines courses. Peut-être que AG2R n'étaient pas forcément satisfaits de certaines performances qu'il a eues aussi, parce qu'il ne faut pas mettre toute la faute sur l'équipe également. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais que Champoussin symbolise bien les problèmes d'AG2R depuis quelques années avec la formation et les jeunes talents, parce que Champoussin, tu te rappelles, on en parlait à ce fameux Trofeo di Ligueglia, non, je sais pas comment, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui. En tout cas, voilà, c'est Champoussin, il est très très prometteur sur les courses puncher, grimpeur. Donc voilà, moi je suis content qu'il aille à Arkea, mais ça symbolise bien le recrutement AG2R depuis quelques années. On va parler des arrivées pour la AG2R cette saison. Alors, 4 arrivées, ça tombe bien, on va prendre le temps d'en parler un petit peu avec un jeune qui avait été formé dans le centre de formation de chez AG2R, qui était parti dans l'équipe de Cancellara à la Tudor en 2022, c'est Alex Baudin. Alex Baudin qui est plutôt, il me semble, un profil grimpeur, Alex Baudin, qui arrive chez AG2R. Quelqu'un qui s'était mis en valeur alors qu'il était stagiaire, c'était l'été dernier, une victoire d'étape au Tour de Burgos devant Pavel Sivakov, il était échappé, il avait réglé Sivakov au sprint. C'est Bastien Tronchon qui a donc signé son premier contrat professionnel. Pierre Gauthierat, pourquoi moi je m'attarde aussi 10 secondes sur lui. Pierre Gauthierat, lui formé chez AG2R, mais c'est tout simplement un peu la troisième dent du trident avec Lenny Martinez et Romain Grégoire chez les jeunes dans le comité Franche-Comté. Pierre Gauthierat qui a toujours été au contact de Martinez et de Grégoire. Quand on voit la hype qu'il y a pour ces deux coureurs qui viennent de signer un contrat professionnel avec la Groupama FDJ, Gauthierat, il doit être attendu aussi de la part de la AG2R. Il a été signé professionnel. Et puis l'arrivée sur le tard, finalement, celle qui n'était pas réellement attendue, c'est l'arrivée de Franck Bonamour qui donc a retrouvé une équipe après l'arrêt de la BNB Hotel. FP, toi t'en penses quoi de ces arrivées ? Moi j'en pense que c'est intelligent. Voilà, c'est des recrutements intelligents, jeunes, et il faut bien former, mais il y a du coffre, comme tu disais. Je pense que là, en termes de pédale, on est vraiment très fort. Alex Baudin, c'est un parcours atypique, je trouve, et c'est plutôt ça qui est intéressant également. Je pense qu'il y a ce côté revanchard pour Alex Baudin qui était parti chez Tudor. Il a été formé chez H2R aussi à l'époque. Bastien Tronchon, lui, c'est un peu la hype parce que c'est la dernière grosse victoire, tu vois, chez les pros alors qu'il était que stagiaire. Pierre Gauthierat, exactement. Le Pierre Gauthierat, on en parle depuis un moment. Je sais pas si tu connais mieux Pierre Gauthierat que moi, certainement Guillaume, mais
Qu'est-ce qu'il faut attendre pour ces coureurs? Est-ce qu'on doit les mettre tout de suite en avant ou au contraire faire un peu comme ce que compte faire la FDJ, c'est-à-dire les mettre sur la Vuelta un peu plus tard dans l'année? Je pense que pour ces jeunes, il faut être patient, il faut les aligner sur des courses un peu de seconde zone. Alors, je sais pas, je pense aux courses de début de saison, les courses de calendrier français, un peu comme le Tour de Provence qui va arriver. Tu vas avoir le Tour Down Under là, qui commence cette semaine. On s'échappe de l'actualité, on n'en parle pas de l'actualité récente, on fera des podcasts plus tard pour en parler, mais il faut les mettre sur ces courses-là, et puis avant de les inscrire en World Tour de manière plus régulière, faut qu'ils s'affirment un petit peu plus. De toute façon, quand tu es une équipe World Tour, c'est comme ça que les jeunes doivent un peu faire leur apprentissage du cyclisme professionnel. Après, j'ai toujours le pour et le contre, à l'intérieur de ma tête, c'est toujours un peu comme ça, FP. L'autre versant un peu de cette réflexion, c'est que tu as d'autres équipes qui finalement n'attendent pas avec les jeunes, qui les mettent tout de suite sur le devant de la scène, et peut-être aussi à un moment donné, je crois que Pierre Gauthierat est attendu sur quelques Flandriennes pendant l'hiver, au printemps, Pierre Gauthierat est attendu sur des Flandriennes. On va voir aussi, il va se faire la caisse sur ces courses-là. De toute façon, ils ont rien à perdre. Pour moi, ces mecs-là, ils ont rien à perdre. Donc, autant les tester. Et puis après, sur une Vuelta un peu plus tard, ça sera c'est clairement le bon style de course pour qu'ils puissent s'affirmer. Après, en plus, tu parles de rien à perdre. Moi, je tiens à rajouter que Franck Bonamour, là où il est passé, la BNB, on a fait un podcast d'ailleurs sur la BNB, l'échec BNB, en tout cas avec Jérôme Pinault. On en a parlé dans un podcast. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes. Mais le côté revanchard peut aider un Franck Bonamour cette année parce qu'il avait fait une saison 2022 pas terrible. Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui peut être très intéressant. Un profil qu'ils n'ont pas vraiment ou qu'ils ont perdu avec Bob Jungels, c'est-à-dire échapper de loin, qui a la caisse pour tenir. Et je pense que pour cadrer un Gauthierat, un tronchon, ça peut être une très bonne pioche, non? Oui, et d'ailleurs, ça va faire la transition pour 2023 FP. Finalement, Franck Bonamour, toi, t'en attends quoi? Moi, je te le dis, je réponds à ta question en même temps. Franck Bonamour, alors, je l'attends pas en capitaine de route pour encadrer des petits jeunes. Si on doit avoir des coureurs pour encadrer des petits jeunes dans l'équipe, tu auras peut-être maintenant un Nans Peters qui va avoir ce rôle-là, un Michael Scher, tu vois, ça va être plus des mecs comme ça qui vont encadrer les petits jeunes, un Larry Warbasse aussi, par exemple. Non, Franck Bonamour, moi finalement, je l'attends au niveau World Tour, parce qu'avec la BNB Hotel, on le voyait faire des petits coups par-ci par-là avec sur le Tour de France. Mais finalement, il n'a pas eu un vrai calendrier World Tour, Franck Bonamour, encore dans sa carrière. Là, je l'attends maintenant. Et je l'attends finalement. Il va peut-être se révéler, il va peut-être révéler autre chose de sa palette. Peut-être pas seulement capable de faire des échappées. Ouais, et Guillaume, moi, ce que je veux comparer, c'est je compare Franck Bonamour et Quentin Paché aussi. Parce que souviens-toi les podcasts qu'on a fait à l'époque. Quentin Paché, on avait des gros doutes sur sa capacité à s'adapter au World Tour. Au final, on en parlera peut-être plus longuement sur le podcast FDJ, mais Quentin Paché, très bonne pioche à l'époque, et on a vu qu'il avait clairement le niveau World Tour. Est-ce qu'un Franck Bonamour, ça peut pas être ça aussi? Ils ont à peu près le même profil pour moi. Pour moi, ils ont le même profil. Donc je pense que Franck Bonamour a aussi la capacité. Maintenant, la saison n'a pas encore commencé. À voir. En tout cas, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il va falloir montrer aussi un autre visage, peut-être sur ces Flandriennes, tu le disais. Ardonnaise, Cosnefroy doit arrêter ce complexe et réussir à avoir cette grande victoire, il en est capable. Après, voilà, c'est toujours pareil, on a l'impression que chez AG2R, chaque année, t'en as un qui est plus dans le jus, l'autre quelqu'un qui est complètement parti au travers l'année d'avant revient. Il faut que tout soit coordonné. Alors, je sais pas si c'est au niveau de l'entraînement, est-ce que c'est au niveau aussi, je sais pas, d'autres choses aussi qu'on ne connaît pas, au niveau de, je sais pas, du moral des coureurs peut-être. Mais tu vois, même un coureur comme Dorian Godon, on sent un potentiel, mais qu'il n'exploite pas. Aurélien Paré-Peintre, pareil. Valentin Paré-Peintre, mais j'en parle même pas. Antoine Rogel également, c'est de la FDJ, exactement, c'est la même chose. Marc Sarrault, qui pour finir est toujours là aussi. Je trouve qu'il y a un souci vraiment. Chez AG2R, il va falloir qu'ils se débloquent ça. Est-ce qu'il faut envoyer, tu sais, le fameux préparateur mental à Denis Strock, qui fait ça pour les clubs de foot? Je sais pas. Denis Troche. Il faut faire quelque chose. Denis Troche. Troche. Ouais, Troche. Il va te faire du troc. Non, mais par contre, tu parlais de Benoît Cosnefroy, FP. Est-ce que finalement, sa victoire là, sur le Grand Prix de Québec, c'est pas un peu le déclic qu'il attendait? Ouais, pas faux. C'est vrai qu'il a fait une grosse victoire ce jour-là. Il a vraiment dépassé les meilleurs coureurs. Je crois que c'est Wout van Aert qui est deuxième derrière lui. Voilà, c'était une très belle victoire. Maintenant, on attend sur les courses qui comptent. Alors, j'ai grand respect pour le Grand Prix du Québec. J'ai envie de voir ça sur l'Amstel.
Il est passé pas loin. On le rappelle quand même qu'il est passé pas loin. Tu parlais d'autres coureurs comme Ben O'Connor, par exemple, les Paris Peintres, même Geoffrey Bouchard qui aussi, lui, est capable d'aller te remporter quelques victoires, en tout cas d'être très bien placé. Finalement, est-ce que avec Ben O'Connor, on s'est pas un petit peu enfermé dans un certain style de course? Ben O'Connor qui était plus axé sur les échappées en 2021, on voit qu'il fait 4e du Tour de France. Bam, en 2022, on se dit tiens, on va peut-être plus le placer comme un coureur plus attentiste pour aller chercher des gros points, des top 10 de course par étape World Tour. Est-ce que pour toi, alors on parle de 2023, hein, est-ce que pour toi l'identité de course de Ben O'Connor, ou en tout cas de la G2R sur la course par étape, c'est toujours d'être aussi attentiste, ou alors on se remet dans une identité de course un peu plus offensive? C'est compliqué à dire parce que tu peux pas leur enlever le côté Romain Bardet, tu vois. C'est ce fameux moment où tu mettais tout sur un coureur pour un grand tour. Ça leur a bien servi pour des points, pour des belles performances, pour des victoires aussi sur ces grands tours. Donc tu peux pas leur enlever ça. Mais c'est vrai qu'ils doivent réapprendre à aller chercher les échappées, à ce qu'a un peu fait la Total Energy, on l'avait dit avec Valentin Ferron, avec Burgodeau aussi. Tu sais, à partir à 10 km de l'arrivée, tu vois un Paul Lapéra tenter une fois sa chance, De Wolf. On peut demander aussi peut-être à Benoît Cosnefroy, par exemple, sur un Dauphiné, sur un Paris-Nice, c'est pas interdit. Donc il faut réapprendre, mettre leur cerveau sur ce côté. On peut gagner ces étapes-là et c'est aussi important pour marquer les esprits également parce que les courses World Tour comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'année au final. Et ce qu'on retient de la G2R, oui, ils font un top 10, mais on retient pas grand-chose d'eux à part ça. On va terminer avec ces deux coureurs. Je voudrais qu'on termine avec eux. On en a parlé au début, mais on va en parler à la fin avec eux. Tu parles de victoire. Greg Van Avermaet, Oliver Nezen. Là maintenant sur la campagne des Flandriennes, on attend une grosse victoire. On attend alors je sais pas forcément une épreuve, pas forcément le Tour des Flandres. Alors s'il gagne le Tour des Flandres, tant mieux. D'accord, mais je sais pas, La Panne, un Omloop, un E3, ce genre de semi-classique aussi. Là, forcément, Van Avermaet, Nezen, c'est le moment là. C'est simple, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est tout. Oliver Nezen et Greg Van Avermaet ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Moi, je rappelle aussi qu'Oliver Nezen, à l'époque aussi, était très demandé. Il est resté à G2R pour un gros salaire également. Voilà, maintenant il faut aussi montrer que quand on est dans un groupe, pourquoi on gagne autant, pourquoi on est leader aussi, parce qu'on leur a donné les clés du camion, et pour l'instant le camion il a du mal à démarrer, donc il va falloir montrer quelque chose. Moi j'adore Oliver Nezen, je suis un fan absolu de ce coureur à l'époque quand il était vraiment monstrueux, et c'est pour ça que je me sens presque trahi depuis 2 saisons. Alors oui, je pense qu'il y a des problèmes personnels, j'imagine, vu l'état dans lequel il est, physiquement, moralement, on voit que c'est pas terrible, et pourtant voilà, Van Avermaet, Nezen, c'est vraiment des copains, quoi. C'est même pas comme si on lui avait mis un leader sur le dos, ils sont amis, donc voilà, ils ont tout pour réussir, c'est maintenant ou jamais, il faut montrer que ces deux coureurs, voilà, ils ont un talent, et moi j'aimerais beaucoup une victoire de Nezen sur Paris-Roubaix, mais ça, c'est dur. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je te remercie FP pour cette présentation de la AG2R Citroën pour cette grande presse 2023 by VO Podcast, encore pour 2 semaines avec on arrive là dans le milieu du peloton mondial. On a des grosses équipes là qui vont arriver petit à petit. On remonte un peu le peloton, tu vois. Tu allais me chercher les bidons et là on va remonter le peloton là. Ouais, on remonte et là on part dans les hauteurs parce que l'équipe de demain, voilà, il va falloir, on aura beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le bitume ou en dehors. Oula, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est une équipe qui est basée en Bretagne. Allez, sur ce, on se souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous écoutez Vélo Podcast. Continuez de nous écouter, YouTube, SoundCloud, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vélo Podcast est présent. Et puis soutenez aussi Vélo Podcast sur la plateforme de financement participatif Patreon. On continue et on est ensemble encore pour la grande présentation en janvier. A plus FP. Ciao à tous.